Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Au sommaire de cette édition, Journée internationale de la femme 2017, célébration en différé au ministère de la Justice. Muhammadu Buhari tient à nouveau les rênes du pouvoir au Nigeria. 5 jours après son retour au pays, le président nigérian met fin à l'intérim qu'assurait son vice-président à la tête de l'État. Et puis, le candidat à la présidentielle française, François Fillon, mis en examen. Il a été inculpé ce mardi pour détournement de fonds publics dans l'enquête sur les emplois fictifs de son épouse et ses enfants. Bienvenue dans cette édition. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes ce jour, mardi 14 mars 2017. Elle s'est déroulée en différé au ministère de la Justice. Occasion pour les femmes de ce département ministériel d'avoir des échanges sur des questions relatives à l'autonomisation socio-économique de la gente féminine. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Justice qui a remplacé le ministre Djogbenu empêché à cette activité. C'est un reportage de Mori Agua et Fréjus Fiossi. Les femmes du ministère de la Justice et de la Législation ne sont pas restées en marge de la célébration de cette 22e journée internationale de la femme. Elles ont initié à cet effet une activité d'échange et de partage d'idées sur la situation des femmes dans le monde en général et au Bénin en particulier. C'est le directeur de cabinet Sartuné Afaton, représentant le garde des Sceaux, qui a procédé au lancement des activités. Au plan national, le thème retenu est « Autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Ceci pour attirer notre attention sur les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes dans notre pays. En effet, d'après les résultats du RGPH4 publiés en 2016, il ressort que les femmes au Bénin, environ 51,2% de la population béninoise totale, comptent plus de 70% des analphabètes. Des mesures s'imposent donc pour l'amélioration de la situation de la femme dans la société béninoise. C'est l'occasion pour le directeur de cabinet de réaffirmer l'engagement du ministère de la Justice à suivre la mise en œuvre des projets du gouvernement porteurs d'espérance pour les femmes. La lutte contre la pauvreté et les vulnérabilités de tout genre restera la priorité des priorités politiques et stratégiques de développement de notre pays. Avant de terminer mes propos, je voudrais adresser mes félicitations au comité d'organisation de cette journée à travers la cellule genre et développement du ministère. Je voudrais vous souhaiter aussi des échanges féconds et une bonne fête aux femmes. Les femmes du ministère de la Justice ont ensuite eu droit à 2 communications, la première sur l'approche conceptuelle genre et la seconde sur l'autonomisation socio-économique des femmes. Les dites communications ont été suivies d'apports et de questions des participants. Cette célébration de la Journée internationale de la femme au ministère de la Justice restera gravée dans les mémoires. Je vous propose à présent de suivre la directrice de la programmation et de la prospective qui revient sur les raisons qui motivent le choix des thèmes qui ont fait l'objet des communications au cours de cette journée. Amel Fidèle Gaillé à Renévi est au micro de Mori Agua et Fréjus Fiossi. En termes d'échange, nous pouvons noter en fait que les questions de genre sont des thèmes de développement. Parce que le genre, c'est quoi? Le genre, c'est la différenciation entre hommes et femmes, mais plutôt en fait un accent est mis sur les rôles que jouent la femme et l'homme et surtout le déséquilibre qu'on observe. Et en fait, pour nous, il faut donner des opportunités à la couche vulnérable. La couche vulnérable, elle peut être en fait l'homme ou la femme. Ça dépend des constats faits, des constats du moment. Mais en général, nous constatons qu'en fait que ce déséquilibre est toujours du côté de la femme. Et pour nous, tant qu'il y aura déséquilibre, aussi bien du côté de la femme que de l'homme, il y a à agir. Parce que les deux, c'est-à-dire et l'homme et la femme, ont leur amour à dire dans la cité pour le développement de la nation. Et je crois que le Bénin révélé a besoin de tous les bras valides de ce pays. Et en tant que bras valides, nous savons que les femmes sont au cœur du programme d'action du gouvernement, surtout au niveau du pilier 3. Je crois que la question de l'autonomisation par rapport à la deuxième communication
est plus que d'actualité. Parce que l'autonomisation, c'est quoi? C'est pouvoir permettre à la femme d'avoir un accès et un contrôle aux ressources. Nous constatons que certaines, avec le code de la famille, certaines ont un accès, mais toutes n'ont pas un contrôle. À quoi sert d'avoir un accès et ne pas avoir le contrôle? Parce que le contrôle est capital. Le contrôle permet à la femme de se prendre en charge, de ne pas attendre nécessairement le mari pour satisfaire à ses propres besoins et aux besoins du ménage. Puisqu'il est à noter que la femme reste plus au ménage que l'homme. Et donc pour ça, l'autonomisation socio-économique de la femme devrait être en fait un point de réflexion pour nous, pour permettre véritablement que l'accent soit mis nécessairement sur des projets porteurs pour les femmes, certainement les femmes analphabètes. Et maintenant, par rapport aux femmes déjà alphabétisées ou scolarisées, qu'elles se prennent en charge pour pouvoir occuper des postes de responsabilité. Parce que quand vous n'êtes pas là où on décide, c'est qu'on décide contre vous. Ce n'est qu'une notion, il s'agit du consensus national, mais le défaut de ce consensus peut nuire à tout processus de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. On se souvient tous de la décision DCC 06-024 du 8 juillet 2006 par laquelle la Cour constitutionnelle déclarait la révision de la Constitution de juillet 2006 contraire à la Constitution de décembre 90. Au-delà des mots, qu'est-ce que c'est ce consensus national? Comment l'obtenir et quelle est son importance dans un processus de révision de la Constitution? Des éléments de réponse dans ce reportage de Fréjus Serwan, Fréjus Fiossi et Denis Marouya. L'année 2017 pourrait être celle de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est du moins l'ambition du gouvernement de Patrice Talon. Mais face à cette volonté se trouve un possible obstacle, la décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006 qui avait déclaré la révision de la Constitution en date du 23 juin 2006 contraire à la Constitution d'origine, évoquant l'absence d'un consensus national. Que comprendre de ce principe auquel le juge constitutionnel a accordé une valeur constitutionnelle? Non, c'est une notion qui est floue, c'est une notion qui n'est pas précise, c'est une notion qui est constitutionnellement même non identifiée. Parce que nulle part dans la Constitution, vous n'allez voir écrit consensus national. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont venues après, notamment en 2010, où la Cour a essayé quelque peu d'expliquer ce principe de valeur constitutionnelle, pour dire que le principe de valeur constitutionnelle ne veut pas dire qu'il faut l'unanimisme, mais qu'il faut que le plus grand nombre soit associé à la prise de décision. Dans le contexte politique actuel du Bénin, comment atteindre ce consensus national? Oui, pour moi, le consensus national consisterait d'abord à vulgariser le projet de loi de révision pour que tous les citoyens sachent que voilà dans la direction dans laquelle on voudrait aller désormais. Et en dehors de cela, il faut qu'il y ait un débat national. Dans tous les lieux, dans tous les cercles qu'on peut faire des débats par rapport à la révision, il faut faire ce débat-là à l'université, dans les télévisions, à la radio. On a la chance aujourd'hui, il y a beaucoup de radios. Et donc, les radios, même en langue nationale, peuvent soulever le débat et les citoyens vont s'exprimer. Mais pourquoi voulez-vous modifier sans leur avis ce consensus au point où vous voulez leur imposer désormais un mandat unique? Pourquoi? C'est ça ce qui est incompréhensible dans l'histoire. Si vous choisissez de revenir sur un consensus qu'ils ont adopté, venez les voir, expliquez-leur. Le gouvernement gagnerait donc à rendre assez tôt disponible le projet de révision de la loi fondamentale. On n'a que 83 députés sur 10 millions d'habitants. C'est vrai, les députés sont nos représentants, nous sommes dans une démocratie représentative. Mais on ne peut pas dire que c'est seulement au niveau des députés que le débat se fera. Quand même, il faut que le débat se fasse, pas seulement à l'Assemblée, mais avant l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je crois même que c'est avant le dépôt du projet que le gouvernement devrait vulgariser le projet et faire organiser ce débat-là. Si le vote parlementaire peut être contesté, quant au consensus national qui s'en dégage ou non, la voie référendaire semble être inattaquable. Oui, si le peuple vote à l'unanimité, alors là, ça veut dire que le consensus est acquis. Oui, parce que nous sommes dans une démocratie représentative et c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Si c'est le peuple même qui se prononce en toute souveraineté, là, le consensus, de mon point de vue, est établi.
Par voie référendaire ou parlementaire, le consensus national reste en définitive une épée de Damoclès qui plane sur la tête des révisionnistes et même du projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Oui, si le principe du consensus national n'est pas respecté et qu'on va jusqu'au bout de la révision et que dans les faits, c'est montrer que le processus n'est pas réalisé, la Cour actuelle peut rejeter, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Parce que la Cour est liée par sa propre jurisprudence. Révision de la Constitution encore. L'idée de cette révision, vous le savez, a souvent suscité diverses réactions chez les Béninois. Au mieux, ils crient au complot contre l'État. Au pire, ils manifestent une vive opposition à toute idée de révision de la Constitution. Pourquoi cette opposition récurrente? Écoutez l'analyse du professeur Victor Tokpanou. Il est politiste enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Je m'amuse souvent à dire que les élites béninoises intellectuelles et politiques sont atteintes de ce que j'appelle la constitutionnite. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont adopté leur constitution en 1990, il n'y a pas eu une seule période où il n'y a pas eu un débat sur la révision de la constitution. C'est-à-dire qu'à peine même adopté, que déjà on a commencé par parler de sa révision. Je vous ai répondu dans la première partie. Pourquoi est-ce qu'on veut réviser? On ne le sait pas. Et parce qu'on ne le sait pas, ou en tout cas parce que ceux qui ont l'initiative de la révision ne le disent pas de façon claire, simple, nette, pour emporter l'adhésion des citoyens, parce qu'ils ne savent pas le faire, les gens les soupçonnent. Et donc, sous Yahi Boni, le motif principal de l'opposition, qu'il s'agisse de l'opposition venant des élites intellectuelles et politiques ou même de la part des populations, on peut dire que c'est une opposition de soupçon. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une opposition? Il y a une opposition désormais parce que le vrai débat est exigé. Pourquoi on veut réviser? On n'a pas les arguments convaincants. Restons dans le domaine du droit pour nous intéresser maintenant à une récente décision de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas si longtemps, le juge constitutionnel prenait une décision relative à la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Cela avait suscité une confusion au sein de l'opinion publique. On a entendu parler de la violation de la Constitution, bien que la décision de la Cour ait parlé de méconnaissance de la Constitution. Suivez ce reportage qui nous éclaire davantage sur le sujet. La loi 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé votée le 11 octobre 2016 et promulguée le 24 octobre de la même année par le président de la République ne sera pas applicable en l'état. Telle est la décision de la Cour constitutionnelle du 23 février 2017. Mais au lendemain de cette décision DCC 17-039, une confusion naît au sein de l'opinion. Le juge constitutionnel, dans sa démarche, n'a pas dit que la loi est contraire à la Constitution. Mais le juge constitutionnel a dit qu'il y a eu vice au niveau de la procédure de promulgation de la loi. Alors, qu'est-ce que la loi dit pour la procédure? Il faudrait qu'au regard de l'article 117 de la Constitution, soumettre au juge constitutionnel et de façon obligatoire toutes les lois avant leur promulgation. Et c'est ça, en droit constitutionnel, on parle du contrôle a priori de la loi. Et dans ce contrôle a priori, c'est soit le président de la République ou soit n'importe quel député qui a la possibilité de traduire cette loi devant le juge constitutionnel pour contrôle de conformité. La loi sur le partenariat public-privé n'est donc pas contraire à la Constitution, mais cette décision de la Cour constitutionnelle produit des effets juridiques. Le juge dit qu'en l'état, la loi ne peut pas être mise en application. Cela voudrait dire que la décision du juge constitutionnel n'annule pas l'adoption, l'étape de l'adoption qu'il y a eu au Parlement. Et donc, la loi est là, mais ne peut pas être appliquée. Et donc, l'effet que ça devrait avoir sur la loi elle-même, c'est que la loi devrait être réintroduite devant le juge constitutionnel pour le contrôle a priori. Si c'était que la décision disait que la loi a violé la Constitution, c'est que la loi repart au Parlement pour une nouvelle adoption.
Les effets juridiques pourraient également porter sur les actes pris par le gouvernement sur la base de cette loi. Il se pose alors la question de la rétroactivité de la décision DCC 17-039. Les effets des actes pris en amont sur la base de cette loi. C'est là que la question devient très ambiguë. Parce que dans une première démarche et dans une première lecture, on pourrait dire que tout acte pris en fonction de cette loi devient des actes inexistants. Mais il faut reconnaître que puisque la loi a été votée, promulguée et donc mise en vigueur, la loi a existé. Et on a dû poser des actes au regard de cette loi. Mais je ne pense pas que le juge puisse aller dans un autre sens. Le juge devrait pouvoir dire que les actes pris au regard d'une loi qui n'est pas régulièrement mise en vigueur, les actes devraient, à mon avis, être purement et simplement annulés. Reste désormais au gouvernement à envoyer la loi sur le partenariat public-privé auprès du juge constitutionnel pour un contrôle de constitutionnalité avant une nouvelle promulgation. Actualité hors du Bénin à présent, Muhammadu Buhari tient à nouveau les rênes du pouvoir nigérian. Le président du Nigeria a mis un thème à la période d'intérim au sommet de l'État nigérien, conformément à la Constitution. Il a écrit au Sénat et à l'Assemblée nationale de son pays pour annoncer son retour aux affaires. On précise que depuis son départ pour la Grande-Bretagne à la mi-janvier 2017 pour y recevoir des soins, le Nigeria était dirigé par le vice-président Yemi Osibanjo. D'un président à un autre, Adama Barrow commence ce jour une visite de travail en France. Il sera question pour le président guinéen de parler de coopération économique. Il cherchera à relancer la coopération économique entre son pays et les États économiques et les États occidentaux. Cette visite de 48 heures s'inscrit dans une tournée européenne du nouveau dirigeant de la Guinée qui doit ensuite se rendre à Bruxelles. 2 experts onusiens sont disparus depuis dimanche dernier. Ils ont été enlevés avec 4 autres personnes dans le Kasaï. L'acte serait l'œuvre d'un groupe armé non identifié, nous dit Radio France Internationale. Et puis, je le disais dans les titres, certains l'espéraient, d'autres le redoutaient en France. La mise en examen de l'ex-premier ministre et candidat de la droite à la présidentielle d'avril-mai 2017 lui a été signifiée par la justice ce mardi 14 mars 2017. La décision est tombée 24 heures plus tôt que prévu. François Fillon est soupçonné dans une affaire d'emploi fictif dont aurait bénéficié son épouse Pénélope ainsi que ses enfants. Le parquet parle de détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Avec ce nouveau rebondissement, la question est désormais de savoir si le candidat du parti, les Républicains, cherchera encore à se maintenir à la présidentielle française ou s'il honore sa promesse de retrait qui pourra alors le remplacer. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.